qu'elle a fait des gaietés. Je suis quasiment là. Allô? Salut! Vous avez pu partir un petit peu en Afrique? Oui. Super! Donc, Thomas va venir nous présenter ça. Grosso modo, Thomas il a fait des cours avec altitude montagne, d'escalade de roche, d'alpinisme, de glace, des voyages, Pérou, Mexique. Il fait des jolis petits livres, qu'il y a ici. Par la suite, parce que Thomas c'est un photographe aussi, et c'est magique. Vous pouvez feuilleter. Donc voilà, aujourd'hui, il vient nous présenter donc, le Kilimandjaro, le pas de l'Afrique. On a une petite botte qui est là, donc contribution volontaire. Soyez généreux pour Tom, pour qu'il puisse repartir. Qui sait, peut-être au Népal sur le Lhotse, venez vous présenter ça un jour. Hein? Je ne fais pas de pression, mais voilà. Alors, Thomas, merci. Bonjour, donc je m'appelle Thomas. On a été avec ma conjointe Marie qui est ici au Kilimandjaro en octobre 2024. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais m'introduire un petit peu. Moi, à la base, je ne suis pas du tout dans le milieu de la montagne, etc. Je suis derrière un ordinateur toute la journée à faire de l'informatique pour des compagnies d'effets spéciaux et d'animation. Donc là, c'est quelques films sur lesquels j'ai travaillé. Je fais principalement des outils pour les artistes. Pendant que j'ai fait mes études, j'ai découvert la photo via mon école d'ingénieur. Et c'est devenu un peu une passion et même un second métier. Donc je fais pas mal de photos et de vidéos en freelance. Je fais principalement des événements corporatifs, des concerts, des festivals. Je fais un peu de reportage aussi pour la presse. Et j'utilise les photos aussi pour créer du contenu, là, comme les livres que Isabelle vous a montrés. Et des articles sur Internet. Si vous êtes fan de cuisine, j'ai un blog de recettes. Costa del Horacio, c'est là où je parle des voyages comme le Kilimandjaro. Et Metal Horacio, c'est si vous êtes plus dans la musique, particulièrement métal, mais pas que. Je fais un peu de tout. J'ai une chorale demain, par exemple. Et quand il reste du temps, je suis un peu sportif. Mes deux sports principaux, c'est la course à pied et l'escalade. J'ai fait 4 marathons et là, je prépare le 5e qui sera Ottawa en mai. J'ai commencé l'escalade par le blog, puis j'ai fait de la voie, puis du trad, de la glace. Et c'est un peu ça qui m'a emmené à faire de l'alpinisme. Donc pour l'instant, j'ai fait 7 sommets, tous avec altitude montagne, sauf un qui est le Kilimandjaro. Donc j'ai fait l'Alpamayo l'année dernière aussi, puis le Pico de Orizaba il y a 2 ans. Et à côté de ça, j'aime bien toucher à tout. Là, je fais aussi de la slackline, un peu de ski de fond, de la plongée. Donc voilà. Assez parlé de moi, on va s'attaquer au sujet le Kilimandjaro. Donc le voilà, si vous ne l'aviez jamais vu, ça ressemble à ça. Donc toutes les vidéos et toutes les photos que je vais vous présenter, je les ai prises pendant le trajet, pendant le voyage. Et j'étais pas payé pour ça, donc c'est souvent du bonus, je fais ça en plus là. Donc le contexte du voyage, on était en octobre pour aller faire le Kilimandjaro. C'est la fin de la saison des pluies là-bas. C'est pas forcément la meilleure période, mais on est toujours dans la bonne période. Donc la météo était bonne, mais pas parfaite tout le temps. Le Kilimandjaro, c'était une partie d'un plus gros voyage. Parce que moi, je voulais un peu faire de la montagne, mais Marie voulait plutôt voir des animaux. Donc il a fallu trouver un endroit où on pouvait allier les deux. Et donc il s'avère qu'il y a aussi des très beaux safaris et d'autres choses là-bas. Donc c'était un peu le voyage rêvé pour nous. Et l'autre point dont je reparlerai peut-être un peu plus tard, c'est ce genre de voyage peut se faire en groupe ou en privatif, comme ils appellent ça. Donc là, on était les 2 seuls clients sur le voyage. Et donc, on n'a pas pu échanger avec d'autres personnes. Mais malgré tout, on n'était pas une petite équipe. Vous allez voir ça un peu après. Le Kilimandjaro. Donc, c'est situé en Tanzanie. C'est pas forcément très connu. La Tanzanie, c'est tout là-bas, là, le petit point blanc. C'est en Afrique de l'Est et c'est assez proche de l'équateur, donc la température ne change pas trop au cours de l'année, c'est vraiment plus une saison des pluies versus une saison sèche.
Si vous voulez vous rendre là-bas, en gros, les mois à éviter, c'est décembre et novembre, et mars et avril, je crois. Le reste du temps, c'est plutôt beau et chaud. Le Kilimandjaro en tant que tel, c'est la montagne autoportante la plus haute du monde. Ce qu'on entend par montagne autoportante, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie d'une chaîne de montagnes. Parce qu'en fait, le Kilimandjaro, c'est pas vraiment une montagne, mais c'est plus un volcan qui est composé de 3 cratères principaux qui sont Shira, Mawenzi et Kibo. Kibo étant le plus haut, c'est là où il y a le sommet qui s'appelle Uhuru Peak. Donc c'est celui-là qu'on connaît, qu'on appelle le sommet du Kilimandjaro le plus souvent. Le Kilimandjaro, ça a aussi une importance symbolique pour la population là-bas. Il est sacré pour plusieurs tribus, dont les Maasai. Et le pays en tant que tel, on est vraiment très fiers. Ils l'ont sur leurs armoiries. Et si vous parlez du Kilimandjaro à n'importe qui vit en Tanzanie, tout le monde connaît et ils sont super fiers de vous dès que vous leur dites que vous l'avez monté. La plupart rêvent de le faire, etc. Là, c'est un grand symbole pour le pays. Et il est situé dans un parc protégé. En Tanzanie, il y a énormément de parcs protégés. Le Kilimandjaro en est un. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est interdit de le faire en solitaire, par exemple. Vous êtes obligé d'engager un guide ou une agence. Et qui dit parc protégé en Tanzanie dit animaux. Et bon, vous n'aurez pas des éléphants à 2000 mètres, mais si vous vous baladez vraiment au pied de la montagne, il y a des éléphants, il y a des girafes, etc. Et même quand vous commencez à monter au début, c'est possible de voir de la faune comme des singes. Et il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui montent quand même jusqu'à haut. Le Kilimandjaro, vous en avez certainement entendu parler. Une des raisons, c'est souvent que c'est un des 7 sommets, donc c'est le plus haut sommet d'Afrique, à 5895 mètres. Et donc il fait partie des 7 sommets qui sont le sommet le plus haut de chaque continent, qui est un défi que beaucoup d'alpinistes se lancent. Moi, ce n'était pas forcément mon objectif. Je ne compte pas forcément faire les 7 sommets. C'est plus un hasard, mais c'est vrai qu'on a rencontré quand même un certain nombre de personnes qui le faisaient pour ça. C'est une montagne très populaire parce qu'elle n'est pas si haute, elle n'est pas si technique, elle est même zéro technique, en fait, elle est même plutôt facile. Ça s'apparente plus à de la randonnée que de l'alpinisme. Et elle attire beaucoup de monde. On parle d'environ 30 000 personnes par an qui tentent l'ascension. Et il y a entre 60 et 70% de succès. Pour l'ascension, et une des choses qui fait le succès, c'est souvent l'itinéraire qu'on emprunte. Donc là, vous avez une carte du Kilimandjaro. Le sommet est à peu près ici. Et donc, comme vous voyez, ça vient d'un peu partout. Les routes principales qu'il y a, il y a la Marangu, qui est la verte là-bas, où elle est surnommée Coca-Cola. C'est la voie un peu historique pour les touristes. Normalement, ils considèrent que c'est la plus facile parce que vous faites juste monter. C'est 5 à 6 jours, donc c'est pas si long. Et Coca-Cola, c'est aussi parce que la légende raconte qu'on pouvait acheter du Coca-Cola à peu près n'importe où sur la route parce qu'il y a des gens qui en vendaient. C'est un peu moins vrai maintenant. Au départ, il y en a, mais sur la route, il n'y en a quasiment pas. Son inconvénient, par contre, c'est que vous montez pendant 5 jours. Donc pour l'acclimatation, c'est un peu difficile. Donc les chances de réussite sont quand même un peu moins élevées sur cette voie-là. L'autre avantage, c'est que c'est la seule voie où vous pouvez dormir dans des tentes, pas dormir dans des tentes justement, c'est des huttes tout le long du parcours que vous partagez avec soit des gens de votre équipe, soit d'autres gens. Et donc vous n'avez pas de tente à transporter, vous avez juste un sac de couchage. Et puis si vous avez horreur du camping, ça peut être une bonne alternative. La seconde route la plus empruntée, c'est la route Machamé. Alors celle-là, c'est un peu plus compliqué. Elle commence en marron ici, puis après elle passe en rouge jusqu'à Barafou, où elle monte après ici. Et on redescend par la mauve qui est Mekwa. Donc celle-là, elle a l'avantage de ne pas être un aller-retour. Elle est un peu plus longue en termes de temps, c'est 6 à 7 jours. Et vu qu'on reste plus longtemps, elle est pas linéaire en montée. Donc ça fait que
pour l'acclimatation, c'est un peu meilleur parce que vous avez une période où vous montez, puis vous redescendez. Donc le corps, il aime bien ça pour l'acclimatation. Puis après, vous remontez après 1 ou 2 jours pour le summit push. Nous, c'est celle qu'on a fait. Et l'autre voie assez populaire, c'est la Lemosho. Donc, elle commence en jaune ici, tout à l'ouest. Puis après, en fait, elle rejoint Machamé. Et le reste de la voie Machamé, il la partage. Elle est encore plus longue, c'est 7 à 8 jours. Mais elle est aussi assez belle. Les autres routes que vous voyez, c'est des routes un peu moins empruntées. En turquoise, c'est là où Mbwe, je crois, qui est surtout empruntée par les locaux pour ravitailler le camp de Barranco qui est ici en fait. Elle est très raide et assez courte et en fait les porteurs l'utilisent pour ravitailler. Et sinon il y a aussi la Wangai qui est je pense la bleue de l'autre côté qui est aussi possible de faire avec des agences, mais elle est un peu plus difficile donc elle est un peu moins populaire. Nous on a choisi la voie Machamé parce que c'était une de celles qui avait le plus gros taux de réussite. Elle permettait de voir pas mal de paysages différents, plus variés que sur Marangu. Et c'est pas mal les raisons qui nous ont fait choisir ça. L'agence nous a un peu convaincus sur celle-ci, qui avait leur préférence. Donc voilà à quoi ressemble l'itinéraire qu'on va faire. Donc c'est 7 jours de marche, 55 km, 4650 mètres de dénivelé positif, pour au total à peu près 45 heures de marche. Donc on commence à 1740, puis comme je vous disais, on monte jusqu'à Lava Tower, où on dort même pas là-bas, puis on redescend tout de suite à Barranco, puis à Karanga. Donc c'est à peu près la même hauteur, donc ça fait que c'est vraiment bon pour l'acclimatation. Puis après le summit push, puis la redescente. Pour préparer l'ascension, moi, quand j'ai commencé à me renseigner, je voyais le Kilimandjaro un peu comme une randonnée en haute altitude. C'est vrai, mais c'est pas non plus n'importe quelle randonnée. Et il n'y a pas besoin d'avoir une préparation spécifique, il n'y a rien de technique, vous n'avez pas besoin de mettre de crampons, il n'y a pas besoin d'avoir des bottes de montagne, c'est vraiment comme si vous faites de la rando, c'est juste que vous faites de la rando pendant à peu près 1 semaine et vous êtes en haute altitude. Donc pour ça, le meilleur entraînement, c'est souvent de faire quelque chose qui se rapproche de la randonnée, donc de la course à pied, de la randonnée si vous pouvez faire en montée, c'est encore mieux, du cardio, des choses comme ça. Je ne suis pas très bon juge de la vraie préparation qu'il faut pour le Kilimandjaro. J'ai couru le marathon de Montréal 1 semaine avant. Mon seul objectif, c'était de ne pas me blesser pendant le marathon pour pas avoir de problème pendant l'ascension. Mais donc j'estimais être assez en forme. J'ai peut-être d'ailleurs sous-estimé certains aspects là. Mais l'autre point aussi, c'est souvent, si vous faites de la montagne, l'autre aspect qui est vraiment, que je trouve difficile, par exemple sur l'Alpamayo, j'en ai un peu souffert, ou sur d'autres montagnes, c'est de devoir porter des sacs très lourds. Et là, vu qu'on était dans une... Je vais en parler juste après, mais avec une logistique qui était gérée par l'agence, des porteurs, etc., on n'a jamais besoin de porter un sac lourd. C'est juste un sac de jour, vous avez vos affaires du jour, un peu de nourriture, un peu d'eau, et puis c'est tout. Donc c'est relativement facile, et donc vous n'avez pas besoin de vous habituer à ça non plus. Donc vraiment, genre... un peu de cardio et puis normalement je pense que c'est correct. Il faut quand même être en forme parce que c'est de la haute montagne, mais bon, il n'y a pas besoin d'être en forme olympique non plus. Pour l'équipement, c'est un peu pareil, il n'y a rien de technique. Vous ne fiez pas trop à la photo, ça c'était une autre photo. Donc il y a des bottes d'alpinistes et tout, mais là il n'y en a pas besoin. Les principaux problèmes sur la montagne que vous allez avoir, c'est le froid. Donc là, le plus simple, c'est de s'habiller en couche de vêtements. Classique comme en hiver ici. Des bonnes chaussures de randonnée. L'autre ennemi, c'est le soleil. Vous voulez vraiment pas avoir une insolation ou un coup de soleil sur la montagne. Ça peut très vite être très désagréable. Et même s'il y a des nuages, le soleil frappe vraiment fort dès que vous montez un peu. Donc il vous faut chapeau, lunettes et tout ce qu'il faut. Des gants chauds. Ça paraît un peu inutile, mais en fait... surtout pour le summit push, c'est vraiment important. Nous, on s'est gelé les mains. Heureusement qu'on avait des bons gants et même des chaufferettes qu'on a dû utiliser. Sinon, ça aurait été vraiment, vraiment très désagréable. La nuit, il peut faire très froid. L'agence, en octobre, recommandait un sac de couchage moins 17. Nous, c'est ça qu'on a pris. On l'a loué à l'agence directement. Et un élément important aussi, c'est les lampes frontales. Vous en aurez besoin pour le summit push.
et aussi pour toute la vie au camp le soir, parce que vers 17-18 heures, là, il fait nuit. Donc si vous voulez aller aux toilettes ou n'importe quoi, la lampe frontale, c'est un peu obligatoire. En plus, vous pouvez prendre des bâtons de marche. Moi, je ne suis pas un grand fan. Je les avais, mais au final, je pense que je les ai utilisés juste sur la descente du summit push. Je ne les ai pas utilisés beaucoup plus que ça. Pastilles de purification d'eau. Normalement, votre équipe va s'occuper de l'eau pour vous, mais l'eau n'est pas potable, donc il faut la purifier. Ils peuvent la faire bouillir de temps en temps, mais vous ne pourrez pas la faire bouillir à chaque fois pour tout ce que vous avez besoin. Donc les pastilles, c'est vraiment important d'en avoir. Et toujours bon d'avoir une petite trousse de secours. Moi, en général, c'est des petits médicaments, Advil, pansements, ampoules, pansements pour les ampoules aussi. C'est vraiment tous les petits bobos. Ça devient très très vite désagréable quand vous êtes sur des longs treks comme ça. Pour préparer l'ascension, donc la logistique dont je parlais un peu, donc nous on est passé par une agence qui s'appelle Hors Piste. C'est loin d'être l'agence la moins chère, donc on était un peu, je vais pas dire une ascension de luxe, mais pas loin là. Donc on avait toute cette équipe avec nous. Ça paraît beaucoup pour 2 personnes. Mais en réalité, on s'est rendu compte en discutant avec d'autres personnes que c'était un peu la norme sur le Kilimandjaro. Donc nous, on avait 12 personnes pour 2 clients. Et en fait, on a croisé des groupes où ils étaient 6 avec 64 personnes pour les aider. Et je ne parle pas des groupes de 15 ou 20 personnes où là, il devait être 150 ou 200. Ça se ressent sur les camps. Les camps sont gigantesques dès qu'on monte. Mais voilà, c'est leur façon de faire. Une des raisons, c'est qu'ils n'utilisent aucun animal pour transporter le matériel, donc tout est porté partout à dos d'homme. Donc voilà, ça demande du monde, et puis malheureusement, dès que vous prenez une personne de plus, il faut aussi prendre ses affaires et sa nourriture, donc ça monte très très vite. Dans notre cas, on avait 2 guides, un cuisinier, 3 super porteurs, on les appelle, c'est-à-dire c'est des porteurs qui vont avoir un rôle supplémentaire au camp. Donc il y en a un qui avait la responsabilité de la tente toilette, il y en a un qui était un peu le serveur, et il y en a un qui était un peu le responsable du camp, que tout soit installé comme il faut, etc. Et 6 porteurs qui, eux, avaient pour rôle de monter tout le matériel, toute la nourriture, etc. Donc voilà, notre équipe, c'est eux qui gèrent toute l'alimentation, toute l'hydratation, donc on n'a jamais cuisiné, on n'a jamais eu à aller chercher de l'eau, etc. Tout nous était servi sur un plateau d'argent. C'est un peu aussi ce que la norme sur la montagne, la plupart des agences proposent ça, mais je dois avouer que c'est très agréable des fois. Donc l'arrivée en Tanzanie, on est arrivé dans un beau petit hôtel. On en a profité un petit peu avant de commencer la marche. C'est ici que le guide nous a rencontrés, il nous a expliqué ce qu'on allait faire et il est venu nous chercher en bus avec les autres membres de l'équipe pour commencer le premier jour de marche. Le premier jour de marche, donc on partait de Machame Gate à 1740 mètres d'altitude. On a rencontré l'équipe dans le bus. C'était compliqué au début de discuter parce que on ne se connaît pas trop. Eux, ils parlent pas tous très bien anglais. Nous, on parle pas du tout swahili, qui est la langue locale. Mais bon, ils avaient l'air sympas en tout cas. Ouais. Une fois arrivé là-bas, on arrive dans un énorme parking où tous les groupes se préparent. Il y a les bus qui sont là, les gens déchargent les bagages et tous les clients en fait vont manger dans une petite aire où on a rencontré nos premiers singes, des singes pas du tout sauvages malheureusement, qui venaient voler allègrement dans le sac des gens qui manquaient d'attention. Parce que malheureusement les singes là-bas sont nourris à ce camp-là par les touristes, etc. Donc ils ont perdu leur côté sauvage, mais ils étaient mignons quand même. Là-bas, c'est aussi, en fait, le temps qu'on mange est aussi pour gérer toutes les questions administratives que nous, on ne voit pas forcément vu qu'on a une agence qui s'occupe de nous. Mais les guides allaient s'occuper de nos permis, nos droits de passage. Les porteurs font la pesée des sacs. Ils n'ont pas le droit de prendre plus de 20 kilos par personne. La règle a été mise, bien sûr, parce qu'il y a eu des abus par le passé. Et les sacs sont pesés à l'aller et au retour, sans compter la nourriture, pour éviter que les gens laissent des déchets
sur la montagne. S'il y a des différences de poids trop énormes entre un sac qui est rentré par rapport à un sac qui est sorti, il peut y avoir des amendes, etc. Et donc on commence la marche dans ce que vous voyez en bas, c'est vraiment la jungle. Je pensais vraiment pas que ça ressemblerait à ça, le Kilimandjaro, mais c'est ça au moins tout le premier jour. C'est de la jungle avec des très très grands arbres. Et on voit des singes. Ça, c'est des singes qui pour le coup sont sauvages. Vous n'arriverez pas à les nourrir même si vous essayez fort. Ça s'appelle des colobes. Ils ont une magnifique queue blanche, là c'est vraiment des beaux singes. Ils étaient un peu loin, mais on les a entendus d'abord, puis on a fini par les voir. On était contents parce que c'est pas toujours possible de les voir. À droite, vous voyez encore un peu à quoi ressemblait la jungle. Et donc on a marché le premier jour environ 5 heures. On avait 10 km pour 1000 mètres de dénivelé. Donc ça montait correct, c'était pas trop dur, mais c'était quand même une bonne petite journée de marche pour commencer. Et on arrive au camp Machamé, qui est le premier camp, à 2800 mètres d'altitude. Donc en bas, vous voyez un peu à quoi ressemblait notre camp. La tente de gauche, c'était notre tente. C'est une tente de 3 personnes, on était 2 à dormir dedans. La petite tente rouge à côté, c'est la tente des guides. C'est une tente de 2 personnes et les 2 guides dormaient dedans. Et la petite tente verte au fond, c'est la tente de cuisine. Non, la tente salle à manger, pardon. C'est la tente où on mangeait avec un des guides un peu tous nos repas. Donc pour vous donner un peu une idée de comment on vivait, j'en parle au camp Machamé, mais c'est un peu la même chose à tous les camps. Là, il y a vraiment, comme souvent dans les expéditions, une routine qui s'installe quand on arrive au camp. La plupart du temps, le camp est déjà installé parce que les porteurs sont arrivés avant nous. Ils ont installé le camp, nous on a juste à installer nos lits. On a le droit à un petit apéritif avec biscuits, thé, eau, etc. Après on a un petit temps de repos, puis après c'est le temps d'aller manger le repas du soir, puis on va se coucher. Et c'est à peu près ça tous les jours. Donc en haut à gauche, vous avez à quoi ressemblait notre tente. Ils n'ont pas des matelas un peu comme on a l'habitude ici, gonflables et tout. Eux, ils utilisent des vrais matelas en mousse qui faisaient à peu près ça d'épaisseur. C'était confortable sans plus. Je préfère mon matelas gonflable pour être honnête, mais c'est peut-être juste que j'étais pas habitué. Donc on a des sacs de couchage et on avait vraiment beaucoup d'espace là pour mettre un peu tout notre bordel de la journée. À droite, la tente repas, donc simple, mais il n'y avait pas besoin de plus. Là, une table, 2 chaises et puis du thé et des gâteaux. En bas à gauche, c'est la tente cuisine. Donc la tente cuisine, c'est aussi là où les porteurs dormaient. Donc c'est une tente assez grande, mais pour héberger 10 personnes, c'est pas si grand que ça. Et le cuisinier nous préparait des repas plus ou moins frais. Je ne sais pas combien de temps ils avaient d'avance sur leurs aliments. Je sais qu'à Barranco, ils étaient ravitaillés. Donc je pense qu'ils avaient 3-4 jours de nourriture d'avance. Mais tous les jours, ils nous préparaient quelque chose spécialement pour nous. Et eux mangeaient un repas à part qui était une genre de polenta. Qu'ils nous ont fait goûter, c'était pas très bon. Mais eux, ils en raffolent. Ils adorent ça. Là, ils peuvent manger ça tout le temps. Et donc c'est ça, ils cuisinent sur des grosses bonbonnes de gaz là, sur lesquelles ils mettent un réchaud par-dessus et puis ils sont capables de faire des miracles avec ça là. On a eu le droit de la pizza, on a eu le droit des pop-corn, puis plein d'autres plats vraiment très bons, on a très très bien mangé, même un peu trop parfois. Et notre grand luxe de la tente toilette à droite. À chaque camp, il y avait des bâtiments en dur dans lesquels, si c'était possible, d'aller faire vos besoins. Mais quand vous avez 200 ou 300 personnes par jour qui passent et personne pour nettoyer, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemblait, ça donnait vraiment pas envie. Donc on était content d'avoir ce petit luxe-là avec nous. La journée, le soleil se couche tôt, donc nous aussi. Et la plupart des jours, on allait se coucher vers 20h, 21h, grand maximum. Deuxième journée. Donc on part du camp Machamé à 2800 mètres. On n'a pas très bien dormi. Ça va être une constante pendant le voyage. En altitude, ça arrive souvent qu'on ne dorme pas forcément très bien. Mais moi, ce voyage-là, je l'ai très mal vécu niveau sommeil. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais bon.
Cette nuit-là particulièrement, il y a du monde qui arrivait un peu à tout moment de la nuit, jusqu'à 1h du matin. Je pense qu'il y avait un groupe de Japonais qui montait son camp à côté. Donc c'était hyper bruyant, c'était compliqué, même avec des bouchons, on n'a vraiment pas bien dormi. Mais au petit déjeuner, on a eu le droit à la première vue du Kilimandjaro. Donc c'est l'image ici. La veille, on n'y avait pas le droit parce qu'il y avait trop de nuages, donc on ne voyait rien. Puis là, le matin, on a eu notre première vision sur notre objectif. On avait un petit déjeuner de roi préparé par le cuisinier. J'ai jamais aussi bien mangé un petit déjeuner. Moi qui ne mange pas d'habitude le matin, là, j'étais gâté. Donc on avait des crêpes, des saucisses, des omelettes, du pain, de la confiture. Il y avait tout ce qu'il fallait, du café, du thé. C'était parfait. On n'avait pas grand-chose à faire le matin après le petit déjeuner. L'équipe, de manière générale, refusait qu'on les aide à ranger. On essayait de les aider quand on pouvait, mais souvent le guide nous faisait partir plus tôt dans ces cas-là. Et donc on marche, et plus on monte, c'est une des particularités de la voie Machamé, c'est que plus on monte, plus le paysage change, et qu'en fait on passe de vraiment des paysages très différents. Donc on passe de la jungle tropicale à quelque chose d'un peu plus alpin, à quelque chose de vraiment désertique. Et là sur le jour 2, on arrive dans les végétations un peu plus alpines. Donc on voit que là il y a des arbres sur la photo en haut à droite, mais ils sont beaucoup moins hauts, il y a beaucoup plus de roches au sol, etc. Puis ensuite, un peu plus tard dans la journée, là c'est même plus des arbres, c'est plus des arbustes. Le changement est quand même assez impressionnant. C'est principalement dû au vent. Et cette journée-là, on avait 900 mètres de dénivelé à faire sur 5 km. Donc c'était un peu plus raide que la veille, mais ça se faisait bien quand même. On l'a fait en 4h30. Et on arrivait au camp Shira. Shira, qui est un des autres cratères du Kilimandjaro. C'est celui qui est le moins haut. Donc en haut à droite, vous voyez, c'est ça les toilettes communes de tout le camp. Qui sont utilisés par certaines personnes. À gauche, vous voyez le camp, donc on ne voit pas très bien sur cette photo, j'ai des meilleures photos après, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de points. Chaque point, c'est une tente en fait, donc il y a du monde. On n'avait pas pu avoir de présentation vraiment de l'équipe, donc c'est ce jour-là, quand on est arrivé au camp, que le guide nous a présenté à toute l'équipe. Donc on a rencontré chaque personne, on a appris leur rôle, etc. Et pour nous intégrer à l'équipe, ils nous ont fait danser, chanter avec eux. C'est quelque chose qui se fait beaucoup là-bas. Au début, on pensait être un peu ils font ça avec nous, ils sont super sympas. Mais en fait, on s'est rendu compte que tous les groupes faisaient ça avec tout le monde là. C'est un grand classique. Et pareil, nous, on n'était pas beaucoup, mais quand il y a un groupe de 80 personnes qui commencent à chanter et danser, ça s'entend là dans tout le camp. Donc, vous pouvez voir en bas à gauche, avec une belle vue sur le Kilimandjaro là. Ils nous accueillent. On l'a fait plusieurs fois pendant le séjour, surtout ce jour-là et le dernier jour. Et ensuite, ils nous ont présenté tout le matériel en cas d'urgence. J'étais impressionné, j'ai rarement vu ça. Ils avaient bouteilles d'oxygène, caissons hyperbares gonflables, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait là. Heureusement, on n'a rien eu besoin, mais ils tiennent vraiment à faire attention à leurs clients. Et au moindre problème, ils s'inquiètent pour vous et ils ont de quoi réagir. Je pense personnellement que c'était un peu trop même, mais bon. S'ils sont obligés, je crois, par l'agence d'avoir tout ça. Exactement. Encore une mauvaise nuit. On s'est réveillé aux 20 minutes et après 3h du matin, plus capable de se rendormir. Voilà. Les joies de la montagne, du camping et de l'altitude. On est quand même sorti de la tente vers 6h du matin parce qu'on en avait marre de rester à rien faire. Et on a encore une belle vue sur le Kilimandjaro. La routine continue, on range ce qu'on peut ranger, puis on repart en marche. Pendant qu'on marche, on a une vue. Alors vous allez voir sur la photo en bas, à droite, la petite montagne à droite, c'est le mont Meru, qui est la deuxième grande montagne de Tanzanie, et qui est aussi une montagne qui est souvent faite par les gens qui viennent grimper le Kilimandjaro pour s'acclimater une première fois sur le mont Meru, puis ensuite faire le Kilimandjaro. Ça faisait partie de nos plans à la base, puis ça demandait trop de temps, donc on a changé nos plans, on a choisi de faire juste le Kilimandjaro. Cette fois, c'est 4 heures de marche, 6 km et 800 mètres de dénivelé pour aller jusqu'à Lava Tower. Donc Lava Tower, c'est ce que je montrais tout à l'heure.
C'est le premier point le plus haut qu'on va atteindre avant de redescendre. Donc là, on va à l'Ava Tower, mais on n'y dort pas. On va juste y aller pour prendre une pause, manger et s'acclimater là avant de repartir. Donc c'est à 4600 mètres d'altitude. Et là, on trouvait déjà qu'on n'était pas tout seul sur la montagne. Et là, il y a encore plus de monde parce que c'est le point où notre voie Machamé rejoint la voie Lemosho. Donc c'est quasiment, ça double le nombre de personnes. Mais bon, ça fait partie du jeu. On prend une bonne pause ici. Je pense qu'on est resté 2 heures. On a mangé. Encore une fois, les porteurs, c'est des monstres. Ils sont partis après nous du camp. Le camp était quand même, je pense qu'il n'était pas encore démonté quand on est parti. Et puis on est arrivé à l'Ava Tower, le camp était monté et le repas était en train d'être préparé. Donc ils nous dépassent largement sur les chemins. On s'amusait avec eux à essayer de leur faire des signes à chaque fois qu'on les voyait. Mais des fois ils sont tellement rapides qu'on les ratait. Et ensuite, deuxième partie de marche de la journée, donc 3 km, 600 mètres de dénivelé négatif qu'on a fait en 1h40 pour rejoindre le camp Barranco. Le camp Barranco, pour y aller, on était dans les nuages. C'est quelque chose qui arrive vraiment souvent. Le matin est plutôt dégagé, mais l'après-midi, souvent ça se couvre. On est dans les nuages, dans la brume. Peut même y avoir de la pluie. On n'en a pas trop eu au début, mais on en a eu à la fin. Et ce que vous pouvez voir sur l'image de droite, c'est des sénessons géants. C'est une plante qui est endémique du Kilimandjaro, donc on la trouve que là. C'est des grands arbres qui font un peu peur, je dois avouer. À moitié des palmiers, mais pas trop. Dans la brume, en plus, des fois, on avait l'impression que c'était des humains au loin. Enfin bref, j'imagine que dans le temps, ça devait vraiment faire peur à des gens là, de se retrouver là avec ces silhouettes au loin. Et donc on arrive au camp Barranco. Donc c'est l'image d'en bas. Et donc le camp est gigantesque. Là, en gros, vous voyez à peu près la moitié du camp. À gauche de notre guide, il y a à peu près la même chose. Donc il y a vraiment beaucoup de tentes. Et lorsque le ciel est dégagé, on peut voir au loin la ville de Mochi, qui est la ville la plus proche du Kilimandjaro, où on passe forcément quand on va faire la montagne. Et par contre, malgré la présence de la ville proche, il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse. Et vu là où on est situé, ça vaut vraiment le coup de regarder les étoiles. Donc voilà, ça c'est... J'aime bien sortir la nuit pour essayer de prendre des photos. Et des fois, ça rend bien. Donc c'est ça. Là, j'étais chanceux, on avait la Voie lactée, il n'y avait pas de lune. Donc voilà, c'était parfait. On arrive au jour 4. Donc le jour 4, on va de Barranco à Karanga. Le temps est magnifique quand on sort de la tente, à tel point qu'on a viré la tente de repas pour manger dehors. En plus de ça, on arrive sur le passage technique du Kilimandjaro. Enfin technique, on a juste une petite falaise où il faut un peu mettre les mains au sol de temps en temps et où il y a 2-3 passages un peu exposés. Mais ça suffit à créer un embouteillage. Je ne sais pas si on le voit bien, mais je le montrerai sinon après. Il y a tellement de monde que la moindre difficulté et la moindre personne qui ralentit fait qu'il y a un embouteillage. Donc voilà, c'est pas l'Everest, mais faut prendre son mal en patience quand on arrive à cet endroit-là. Donc là, on avait 4,5 km de marche, 500 mètres de dénivelé. Donc c'est pas une grosse journée de marche, même vraiment courte. Surtout que dans les 3h45, il faut compter le temps de passer le bouchon. Je sais pas trop combien de temps on est resté dedans. J'ai pas vérifié, mais ça a pris une petite demi-heure au moins le temps que tout le monde passe. Donc là, vous allez voir un peu plus à quoi ça ressemble. En haut à droite, là, c'est vraiment le bouchon. Et une des raisons du bouchon, c'est ça. Il y a un passage comme ça où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc on est obligé de passer un par un. Mais les guides, ça les amuse et ils disent qu'il y a une roche sur laquelle on peut faire un bisou. Donc voilà, là, c'est ça qui fait. On passe en faisant un bisou à la roche. C'est la zone la plus technique de l'ascension. Donc voilà. Si vous avez fait d'autres montagnes en alpinisme ou quoi, c'est pas grand-chose. Là, c'est des choses qu'on peut voir en randonnée. Mais reste que entre les personnes qui sont pas assez préparées, pas assez à l'aise, qui ont peur du vide, les porteurs qui sont très à l'aise mais qui portent 20 kilos sur le dos, ça ralentit tout le monde. Voilà, faut le savoir. Et
Je pense que sur Marangou, il n'y a pas d'équivalent, mais sinon sur toutes les voies, il y a un peu un passage comme ça, un peu qui crée des embouteillages. De l'autre, quand on a passé cette falaise, le temps est un peu pourri, on est dans la brume, encore une fois. Donc on continue et on arrive après au camp Karanga. Donc là, on est monté en haut de la falaise, puis après c'était pas mal de la descente jusqu'à Karanga. On arrive à 13h, donc on finit quand même tôt la journée. Et c'est un point qui va être un peu important pour la suite. C'est que j'avais l'impression que certaines journées étaient trop courtes et pas assez fatigantes. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je dormais pas très bien. C'est qu'en fait, j'étais pas assez fatigué pour bien dormir. Ça paraît con, mais voilà. Et donc, on arrive au camp, on mange, puis on n'avait pas grand-chose à faire jusqu'au soir. Là, on avait un peu de chance qu'à Barranco, on a encore une vue sur Mochi, et surtout, on captait la 4G, donc on a pu donner un peu de nouvelles à tout le monde, parce qu'on n'avait pas trop pu en donner. Il y a des endroits sur la voie où on capte, mais c'est super aléatoire, donc il n'y a pas vraiment le temps d'envoyer de messages ni rien. Et pour la petite anecdote, Karanga, ça veut dire cacahuète en swahili. Et donc, l'apéritif, nous avons eu des cacahuètes. Le 5e jour, donc là, la journée, elle est un peu particulière parce que... oups, j'ai cassé quelque chose. Pardon. La journée est un peu particulière parce que le jour 5, dans la nuit, on va partir pour le Summit Push. Donc, c'est une journée relativement courte. D'efforts, mais en plus ça a été la pire nuit pour moi. Déjà que je dormais pas très bien, là en plus on était mal orienté, la tente était mal fixée, je sais pas trop, mais je me suis levé à 1h du matin et à 3h du matin dans le noir à prendre des pierres pour essayer de fixer la toile de tente qui arrêtait pas de claquer contre notre tente et qui m'empêchait de dormir, même avec les bouchons et tout, là ça faisait un boucan assourdissant, donc j'ai quasiment pas dormi de la nuit, ce qui n'était pas idéal, surtout qu'on allait enchaîner avec le Summit Push. Mais bon, encore une fois, on a une super vue sur le Kilimandjaro, donc on profite de ce qu'on a. Donc 2h30 de marche, vraiment court, 600 mètres de dénivelé, 3 km pour arriver au camp Barafou, qui est à 4600 mètres. On arrive à 11h30 au camp, on mange, on dort, on remange, puis on redort. C'était pas très passionnant, mais bon. Il fallait se reposer le maximum pour la journée du Summit Push, qui allait être vraiment la plus difficile et la plus longue. Et une des particularités du camp Barafou, c'est que c'est une véritable fourmilière. Parce que, en fait, faut imaginer que nous, on arrive à 11h. Donc on arrive, on installe notre camp. Mais en fait, les gens de la veille qui étaient sur la montagne, qui ont fait leur Summit Push, il y en a qui sont redescendus, mais ils ne sont pas tous redescendus encore. Et puis surtout, ils n'ont pas démonté leur camp encore. Donc pendant toute la journée, il y a des gens qui arrivent, qui montent leur tente, d'autres qui arrivent, qui démontent leur tente, puis d'autres qui descendent, d'autres qui montent. Genre, c'est un vrai bordel. C'est une vraie fourmilière, il y en a partout. Et le camp est gigantesque, encore une fois. On a même eu du mal à trouver un emplacement où placer nos tentes et on a même dû en déplacer une après que des gens soient partis. C'est spécial. Donc c'est ça, dodo à 18h30 parce que l'objectif c'est de partir dans la nuit pour faire le Summit Push. Donc Summit Push, si vous connaissez un peu la montagne et vous êtes habitué, on part dans la nuit à des heures pas possibles. Donc là le réveil était à minuit. On devait commencer à marcher à 1h du matin. La plupart des groupes essayent de partir à minuit, donc ils se réveillent à 23h. Nous, notre guide, vu que ça se passait bien, qu'on avait un bon rythme, etc., il nous a dit vous pouvez dormir 1 heure de plus. Donc on était contents, même si on n'a pas vraiment bien dormi comme d'habitude. Et en fait, quand on se réveille à minuit, il y a déjà du monde sur la montagne. On les voit bien avec le grand serpent de lignes de lumière qui sont les lampes frontales de chaque personne en fait.
Et j'avais déjà vécu ça sur le Pico de Orizaba où c'était un peu la même chose. Il y avait vraiment du monde et on avait un petit serpentin qui montait la montagne. Il fait froid, il fait très très froid. La nuit, la journée, ça arrivait qu'on marche en t-shirt ou juste avec un coupe-vent, un petit pull. Mais là, on se lève, il y a de la neige sur les tentes, il a fait vraiment froid. Il doit faire moins 10, moins 15 degrés environ. Donc on met nos couches de vêtements, mais on a froid, on prend un petit thé et à 1h, dans le froid, on part. Donc la montagne, rythme lent mais constant. Le rythme lent là-bas, ils aiment ça, appeler ça pole-pole. Ça veut dire doucement, doucement. Et en gros, les guides répètent ça un peu souvent là. Ils disent pole-pole, pole-pole dès que tu manques de trébucher ou quoi. Donc on a pris ce rythme-là, on est monté. Et malheureusement, même si on se réchauffait un peu en marchant, on avait quand même de plus en plus froid. Et vers 4h du matin, ça a été un peu le moment le plus difficile, où on était gelés, on avait mis toutes nos couches, on n'avait plus rien vraiment à rajouter. On avait mis les chauffe-mains, les gants et tout. Puis il fallait tanker le froid, là, donc on essayait de supporter comme on pouvait. On essayait de pas trop s'arrêter. Mais entre le manque de sommeil, le froid qui te gruge de l'énergie, moi je me suis retrouvé dans des états que j'avais pas connus depuis Urus Este sur le trio péruvien, où t'es un vrai zombie, tu fais juste marcher parce que ton corps il sait qu'il faut marcher, et voilà, ton cerveau il réagit plus vraiment, dès que tu t'arrêtes, tu t'endors un peu sur place. C'est pas un feeling super amusant. Mais voilà, ça arrive. On avait trop froid et on n'avait pas assez de couches. Une des raisons pourquoi on n'avait pas assez de couches, c'est un peu stupide, mais on avait dans la suite du voyage un avion très petit à prendre qui m'a fait me limiter beaucoup sur le matériel à prendre pour l'hiver. Parce que je me suis dit, ça ira, il fera pas si froid. Et de toute façon, il ne faut pas qu'on dépasse un certain poids parce que sinon on ne pourra pas prendre le prochain avion. Manque de peau, le prochain avion, en fait, il vérifie pas du tout le poids, donc on aurait pu prendre tout ce qu'on voulait, mais ça, c'est un détail. Mais donc là, on s'est retrouvé dans une situation où, je pense, avec plus de couches, si on avait eu plus chaud, on l'aurait certainement un peu mieux vécu. Marie était un peu à bout aussi. Mais il fallait continuer. Donc là, on arrive, heureusement, moi, c'est mon moment souvent préféré, là, le lever du soleil, parce que c'est beau, mais aussi parce que ça redonne vraiment un énorme boost au moral et d'énergie. Le soleil il réchauffe tout de suite et je vais pas dire que je suis transformé, mais presque. Souvent là, je suis passé de je m'endormais sur place à chaque pas à en fait le soleil est là, on va pouvoir y aller jusqu'au bout, il recommence à faire chaud, c'est parfait. J'ai vraiment eu un switch mental là et après une fois qu'il y a eu le soleil, je pense que ça allait beaucoup beaucoup mieux pour moi. Et il reste, je sais 6h du matin. Le soleil, on a commencé à l'apercevoir un peu avant, mais vers 6h, par contre, on arrivait à Stella Point, qui est certainement le moment le plus marquant et le plus d'émotion de la montée. On pourrait penser que ça va être le sommet, mais en réalité, pour moi, ça a été vraiment ce moment-là. Pour Marie aussi, je pense. En fait, Stella Point, c'est le point où va se rejoindre toutes les voies pour aller jusqu'au sommet. Donc, on croise aussi d'autres gens qui arrivent d'autres voies. Mais c'est surtout, on a passé la partie la plus dure, la plus pentue. Donc là, il reste à peu près 200 mètres de dénivelé et 45 minutes de marche. Mais c'est relativement plat. Donc, c'est plus facile. Et surtout, on en voit la fin. Parce que 45 minutes, ça paraît rien quand ça fait quasiment 6 heures que vous marchez là. Donc on a pleuré bien entendu devant la pancarte Stella Point. Marie voulait plus trop avancer, mais on a réussi à la convaincre qu'il fallait continuer, qu'on n'allait pas s'arrêter là. Et le guide nous a motivés aussi à fond. D'ailleurs, fait un peu marrant je sais pas en fait, mais les guides n'avaient rien avec eux. Ils avaient leur couche de vêtements, mais ils n'avaient pas de sac, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient rien. En fait, ils sont tellement habitués à avoir des gens qui ne sont pas capables
qu'ils ne prennent rien pour pouvoir prendre le sac de leurs clients en cas de problème. Voire les porter, ce qu'on a vu à la descente, j'en parlerai un peu plus tard. Donc ils viennent juste avec une bouteille d'oxygène pour les cas extrêmes, mais sinon ils ont rien sur eux. Et donc on continue de Stella Point jusqu'au sommet. Donc beaucoup d'émotions, j'en ai parlé, 45 minutes jusqu'au sommet. Ce que vous voyez en haut, c'est le cratère Kibo, en fait. C'est toute la zone du cratère, c'est vraiment une grande zone. Et le sommet, en fait, il est un peu à gauche, c'est là où on va aller. On continue à marcher sur cette petite crête. Et on aperçoit les premiers glaciers. Donc, quand on est sur le Kilimandjaro en soi, on ne marche pas sur un glacier, mais il y a encore des glaciers qui sont au sommet du Kilimandjaro. Il y en a de moins en moins. Malheureusement avec le réchauffement climatique, mais il y en a encore, on peut les admirer, on ne peut pas les grimper par contre, ni en prélever des morceaux, c'est interdit. Et voici une petite vidéo là de à quoi ça ressemble, ça c'est en gros la dernière crête vers le sommet. Et ça c'est le sommet, donc l'arrivée au sommet. Donc, bon, si vous espérez faire un sommet tout seul, faut pas faire le Kilimandjaro. Il y a du monde. Voilà, il y avait du monde au camp, il y a du monde partout, même si on a été plutôt rapide par rapport à la moyenne, il y a du monde en haut. Il faut faire la queue pour faire sa photo du sommet devant le panneau. Et donc on est arrivé au sommet après 5h59 de marche, soit à 6h59 du matin. On le sait parce que c'est ce qui est noté sur nos certificats qui valident le fait qu'on a fait le Kilimandjaro qu'on reçoit à la fin. Donc là, on était très contents, mais c'est comme d'habitude, le sommet, c'est que la moitié du chemin, il faut encore redescendre, et ça va être long. Ça va être très long. Donc là, vous avez une photo avec un peu tout le monde qu'il y a. À droite, c'est un des glaciers, qui est vraiment très très beau en haut du Kilimandjaro. Puis après ça, c'est la descente, c'est le chemin inverse de descente. Et à droite, là, c'est le camp. C'est le camp Barafou, en fait, qu'on voit d'en haut. Donc vous voyez un peu l'étendue que ça a. Sachant qu'il y en a encore un peu plus loin, et en fait, entre les deux, il y a un camp intermédiaire qui est plus ou moins officiel, plus ou moins utilisé, mais où il y a aussi des groupes qui s'arrêtent pour commencer un peu plus haut que le Barafou la dernière journée. Donc on arrive au camp, on est un peu fatigué, on arrive vers 10h30, donc ça fait 9h30 qu'on marche. Mais encore une fois, beaucoup d'émotions parce que l'équipe, tous les porteurs et tout, nous ont installé des sièges, nous servent du jus de fruits, ils nous félicitent. Ils sont très très heureux pour nous. On aurait presque eu envie de les emmener avec nous, mais bon, on a eu juste les guides avec nous. Et pas le temps de vraiment, pas le temps de se reposer, si, parce qu'on fait une sieste, mais la journée elle n'est pas du tout finie. Il va falloir continuer à descendre parce qu'on ne dort pas au camp Barafou, on va redescendre beaucoup plus bas. Donc là, ça va être un peu long et pénible la descente, je dois avouer, parce qu'on va descendre jusqu'au Mekwa Camp qui est à 3100 mètres. Donc on est passé du sommet qui était à 5885 mètres à 3100 mètres dans la même journée. Donc ça tape un peu dans les genoux, là. C'est pour ça que j'ai sorti les bâtons de marche, la descente elle est un peu intense. En haut à gauche, vous voyez, il y a des hélicoptères qui sont sur la montagne. On les entend souvent, mais on ne les voit pas forcément souvent. C'est principalement des hélicoptères qui servent au sauvetage, mais pas que. Si vous êtes vraiment très riche, vous pouvez faire la descente en hélicoptère plutôt que la faire à pied. Voilà, c'est avis aux amateurs. Je ne crois pas qu'on puisse monter en hélicoptère, par contre. De toute façon, ça serait un peu dangereux par rapport à l'acclimatation et aux malaigus de montagne. Mais voilà, pour la descente, c'est possible. Encore une fois, la météo n'est pas forcément top. On a un peu de neige, on a un peu de pluie et on est pas mal dans le brouillard. Ça rend la roche un peu glissante. Et puis après 10-12 heures de marche, on commence à être un peu moins bon sur nos appuis. Mais voilà, 3h30 de descente, 7 km et 1550 mètres de dénivelé pour arriver au camp Mekwa. Donc en fait, dans la journée, en total, on aura fait 13 heures de marche, 14 km, 1250 de dénivelé positif, suivi de quasiment 2800 de dénivelé négatif. Donc on arrive au camp Mekwa et c'était un peu dans la boue, ce qui nous a pas mal changé des autres camps qui étaient plus dans la poussière.
Mais ce que je retiens surtout, c'est que c'est la meilleure nuit que j'ai passée de toute l'expédition. Là, j'ai vraiment bien dormi. Donc on est de retour dans la jungle, là on est vraiment beaucoup plus bas, donc on retrouve vraiment le paysage dans la descente, il a totalement changé au fur et à mesure. Et là on se retrouve en plein dans la jungle à nouveau. On doit descendre jusqu'à la Mekwa Gate, qui est à 1650 mètres d'altitude. Donc là, vous voyez un porteur avec sa charge dans la jungle. À droite, ce que vous voyez, le genre de vélo bizarre. En fait, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas se faire sauver en hélicoptère, et ils sont évacués comme ça. C'est un genre de brancard avec une roue au milieu. Ça demande environ 6 personnes pour être manœuvrées, mais ils vous descendent avec ça depuis la montagne jusqu'en bas en cas d'urgence, là. Personnellement, j'ai pas trop envie d'essayer, mais et donc c'est ça, pour les monter, ils les montent comme ça. Il y a une personne qui le porte sur sa tête, c'est quand même très lourd, c'est plus d'une dizaine de kilos, je crois. Voilà. Dans la jungle, il y a des très grands arbres, comme vous pouvez voir en bas à gauche. Je sais plus quel type d'arbre c'est, mais il y en a quelques-uns comme ça, vraiment gigantesques là. Et en bas à droite, on arrive à Mekwa Gate, qui est la fin du voyage. Donc là, on a le droit à la belle photo, nos beaux certificats, et on est très content, surtout qu'on est un peu plus reposé que la veille, donc c'est très agréable, et on sait qu'on va pouvoir enfin prendre une douche, parce qu'il n'y avait pas vraiment de douche sur le parcours, donc il fallait se laver à la lingette. Je tiens à remercier l'équipe, parce que je disais au début que c'était pas évident de communiquer, mais au final, avec le temps, on a réussi à se faire des blagues, à se taquiner, etc. Là. Donc, il y avait Johnny. Johnny, c'était un des 2 guides. Il y avait Mohamed, qui était un des super porteurs qui gérait le camp. Il y avait Urassa, qui était un des super porteurs qui gérait les toilettes. John, qui était notre serveur. Boaz, Ramir, Ibrahim, Justin, Adam et Polka, qui étaient nos porteurs. Alifa, qui était notre cuisinier, avec des bonnets magnifiques à chaque fois. Et Timo, qui était le guide principal, qui s'est le plus occupé de nous, qui parlait bien français. Donc ça a beaucoup aidé pour la communication. Il nous a raconté plein de choses sur le pays, et pour essayer de nous faire comprendre avec les autres porteurs, etc. Donc c'était vraiment sympa. Vraiment merci à eux, parce que on n'est pas capable de faire ce genre d'ascension sans toute une équipe de soutien derrière. Là. On aurait beaucoup plus souffert, et ça aurait certainement pris beaucoup plus de temps si on avait été en autonomie. Même si ce n'est pas possible sur le Kilimandjaro d'être en autonomie. Au final, qu'est-ce que je peux tirer de tout ça ? J'ai beau avoir fait pas mal de sommets, ça reste une des ascensions les plus difficiles que j'ai faites. Je pense principalement dû au manque de sommeil, manque d'énergie, etc. Un peu manque de préparation sur le matériel. Les 2 seules fois où je me suis senti aussi mal, c'était au Kilimandjaro et la première fois que j'ai fait Urus ST, où vraiment j'étais à bout de force. Là. Même l'Alpamayo, qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus difficile, etc. Mais j'étais sûrement mieux préparé et j'ai trouvé ça un peu moins difficile, même si c'était difficile, attention. J'en ai des bons souvenirs. La haute montagne, c'est difficile. Quand j'ai commencé à regarder le Kilimandjaro, je me suis dit vraiment, ok, c'est de la randonnée. Oui, c'est en haute montagne, mais bon, je suis déjà allé plus haut et je sais marcher. Mais non. Comme souvent on nous le dit, la haute montagne, chaque montagne est particulière. Vous savez jamais comment vous allez réagir en arrivant en altitude. Il faut prendre son temps, faut bien s'hydrater, etc. Et c'est pas parce que la dernière fois ça s'est super bien passé que la fois d'après ça se passera bien. Donc il faut vraiment être très humble à ce niveau-là et écouter son corps et pas trop forcer. Là. C'est une montagne qui est zéro technique, mais voilà, l'altitude, il faut la respecter. Et le point un peu plus négatif, c'est qu'il y a beaucoup de monde. En fait, on sent vraiment que c'est une industrie. D'un côté, c'est bien parce que eux, ça leur permet de vivre, parce que la Tanzanie a un énorme taux de chômage, c'est très difficile de trouver du travail. Nous, les guides qu'on a eu même en dehors du Kilimandjaro, on en a eu pour les safaris, ils nous disaient que c'est très compliqué, ils étaient super reconnaissants qu'on vienne parce qu'ils savent très bien qu'on leur apporte beaucoup d'argent.
Et la plupart des guides ont beaucoup de qualifications, mais ne trouvent pas de travail dans leur domaine. Il y en a un qui avait un master en gestion, un autre qui avait un master, mais je ne sais plus en quoi. Mais ils ne trouvent pas de travail, donc ils finissent par faire guide, parce que c'est un des métiers qui là-bas est quand même intéressant et rapporte bien. Donc voilà, mais il y a beaucoup de monde sur la montagne. Malheureusement, c'est une très belle montagne, c'est une très très belle introduction à la haute montagne si vous ne voulez pas vous risquer dans quelque chose de technique, etc. Mais il ne faut pas vous attendre à être tout seul. C'est genre vraiment, il y a du monde. Donc bon, après ça se vit bien. Au final, à part le bottleneck dans la falaise et le sommet où je trouvais ça un peu dommage qu'il y ait autant de monde, ça ne nous a pas gêné tant que ça qu'il y ait du monde, même si bon, on le voit. Et si vous décidez d'aller en Tanzanie pour faire le Kilimandjaro, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire que le Kilimandjaro. Déjà, si vous aimez la montagne, il y a d'autres montagnes. Il y a le mont Meru où il y a un peu moins de monde. Il y a le mont Langai qui est la montagne sacrée des Maasai. C'est des petites montagnes, plus petites que le Kilimandjaro, mais quand même, Mont Meru, je pense, c'est autour de 4500, puis Langai, c'est autour de 3000 et quelques. Donc, si vous voulez un peu de challenge, et pour le coup, il y a beaucoup moins de monde sur ces montagnes. La Tanzanie, c'est aussi des très, 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 très beaux parcs nationaux. Avec de la faune comme vous en verrez jamais ailleurs, là, que ce soit léopard, guépard, lion, zèbre, girafe, un peu tout ce que vous voulez. Et c'est très facile d'en voir dès que vous allez faire des safaris là. Ça vaut vraiment le coup. Si vous n'êtes pas trop safari, que vous êtes plutôt mer, plage, etc., il y a Zanzibar, ainsi que plusieurs autres îles autour. Zanzibar, c'est connu aussi pour les épices. Il y a un peu de culture aussi, parce que ça a été un peu une place indépendante à un moment. Ils ont des magnifiques plages. Et puis si vous aimez la plongée, il y a Mafia Island, par exemple, où vous pouvez aller. Nous, on y a été. C'est la photo ici, là, où vous pouvez voir des requins-baleines. Mais sinon, Zanzibar et Mafia, c'est des lieux de rêve pour la plongée. Voilà, donc la Tanzanie, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas juste le Kilimandjaro. Et ce serait dommage de faire autant d'heures d'avion pour juste faire le Kilimandjaro. Donc, merci à tous. Donc, comme j'en parlais au début, là, si vous voulez me suivre, j'ai plusieurs sites internet selon ce que vous préférez. Thomas Courtois, il y a tout dessus. Puis après, les autres, c'est plus spécifique. Voilà, merci. Et puis, si vous avez des questions, je suis à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Combien ça coûte? Alors, c'est toujours... la réponse est ça dépend. Mais globalement, je pense que c'est difficile en dessous de $1 500 US. Et ça peut monter à $4 500 US. Nous, ce qu'on a fait, c'était $3 000 US. Si on l'avait fait pas en groupe privé, mais en groupe avec un vrai groupe de plusieurs personnes, c'était autour de $2 500 US. Par personne, sans le billet d'avion. Je sais que c'était votre choix de prendre un bourse privée. Alors non, c'était pas notre choix. Oui et non. En fait, l'agence qu'on avait sélectionnée, il faisait un départ par mois en groupe. Et malheureusement, ça ne correspondait pas vraiment à nos dates. Donc, soit il fallait qu'on réorganise toute la suite du voyage, soit il fallait le faire en groupe privé. Et donc, au final, pour les $500, on s'est dit que on pouvait essayer en groupe privé. On entend souvent que l'Everest c'est très sale, qu'on voit des images, etc. Est-ce que tu trouves que les mesures qui sont prises justement au Kilimandjaro, est-ce que ça aide vraiment à ce niveau-là, ou est-ce que tu as trouvé quand même qu'il y avait des endroits où il y avait des choses qui restaient, des satellites, des trucs comme ça? J'ai pas trop vu, mais il y a des papiers par terre, un petit peu, etc. Mais j'ai rien vu d'abusif. J'ai pas vu comme à l'Everest des camps entiers déchirés au sol. Il n'y a pas de bouteilles d'eau. Les guides ont des bouteilles d'oxygène en cas de secours, mais ils n'en utilisent pas, donc ils les abandonnent pas. Les tentes, ils les démontent tout. Je pense que c'est beaucoup plus surveillé et je ne l'ai pas montré, mais il y a plusieurs camps où il y a des huttes où il faut signer son passage. Et en fait, c'est aussi des huttes où il y a les rangers du parc. Et donc,
je pense que à ce niveau-là, c'est beaucoup plus encadré. Et pour avoir été au Népal, souvent, et connaître un petit peu, ils ont des règles, mais malheureusement, elles sont souvent pas respectées. Et personne fait de quoi pour qu'elles soient respectées. Là où en Tanzanie, j'ai eu l'impression que quand il y a une règle, il faut s'y tenir. Là. Donc sur la montagne, je me rappelle pas avoir vu de déchets plus que ça. Marie, t'es... En fait, je pense que c'est pas le même contexte non plus. Parce Ouais. c'est des camps qui sont ravitaillés, il y a des gens qui peuvent ramener du stock en bas, fait que c'est très accessible de faire l'entretien du style. Mais moi, ça m'a pas choqué. Il y a peut-être un peu quand les gens allaient au follène puis laissaient leur papier. Ouais, ça c'était sûrement les plus gros déchets, c'est que la plupart des groupes guidés ont des toilettes chimiques comme les nôtres, et t'as les toilettes en dur que j'ai montrées, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens, je sais pas, ça les dérange ou ils n'ont pas l'habitude ou quoi, et qu'ils allaient quand même faire leurs besoins ailleurs. Et là, donc, tu peux retrouver du papier, des choses comme ça, mais c'est à peu près les plus gros déchets là. Mais c'est sûr que l'accès est beaucoup plus facile au Kilimandjaro qu'à l'Everest. Donc je pense qu'ils ont beaucoup plus de facilité à évacuer les déchets, etc. Donc moi, ça ne m'a pas choqué. Plus que ça. Par exemple, on avait fait le trek des Annapurna au Népal. Et là, ça m'avait choqué. Parce que tu as des villages où littéralement, tu te balades dans le village, tu te dis « Ah, c'est très beau ». Puis à la sortie du village, à un coin, genre, il y a une énorme déchetterie où ils ont balancé toutes les canettes de coca, de bière, tous les déchets sont là. Parce qu'en fait, c'est des endroits où il n'y a pas de récupération de déchets du tout. Donc, ils laissent là jusqu'à ce que ça pourrisse ou que quelqu'un vienne les chercher. Donc non, au Kilimandjaro, c'était quand même assez propre à ce niveau. D'autres questions? Eh bien, je me suis posé la question en faisant la présentation, parce que je voulais la poser justement, parce que je sais que souvent on les ramène ou on les laisse dans des endroits spécifiques où des gens les ramènent. Mais là, je sais pas. Je suppose qu'ils prenaient les sacs et ils les laissaient dans les toilettes en dur que j'ai montré. Je pense que c'est ça qu'ils faisaient, parce que quand on est redescendu, je les ai jamais vus porter quelconque sac de poubelle qui avait été dans les toilettes ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils les laissent dans les endroits en dur. Et pour le coup, ça, je pense pas que ce soit nettoyé très souvent. Est-ce que tu écoutais du métal en même temps? Bonne question. Est-ce que j'avais mes écouteurs? Je crois pas, hein. Non. Mais sur l'Alpa Mayo, oui. Ok. C'est bon? Ah, oui? Y a-t-il une période, c'est plus haute saison, puis moins achalandé, c'est moins. Pas vraiment. L'été, c'est quand même plus populaire parce qu'il y a Ouais. des gens qui viennent pour les sapeurs touristiques. Fait qu'il y a plus des familles et tout. Parce que sauf que juin, juillet, août, c'est le plus haut de la saison. C'est aussi les périodes de vacances scolaires en Europe, en France, etc. Donc les gens viennent plus, mais sinon, À l'automne, c'est mieux. je pense qu'à l'automne, il y a un peu moins de monde. Et un peu comme nous, quand tu es vers octobre, tu te rapproches de la saison des pluies, c'est là où il y a un peu moins de monde. Ma question est un peu plus pour Marie, en fait. Parce que toi, t'as couru le marathon une semaine avant, mais Marie, comment t'étais préparée, toi? Elle a fait le semi juste avant. Ouais, j'ai fait ça 21. En fait, moi, je trouve que si tu es capable de faire une randonnée de 5-6 heures en général, puis ski, c'est un peu la même chose. Puis après, le facteur de l'altitude, c'est que c'est toujours très variable de personne à l'autre. Là. Mais je pense que la meilleure préparation, c'est de, comme dire, avoir un bon cardio, puis de faire des randonnées de 4-5 heures et tout. Puis les journées sont pas mal à ce leur temps que la journée de 15 heures, c'est plus intense. On va vraiment notre rythme, puis c'est sûr que la journée qui a été longue, on avançait comme ça. Puis tout le monde avance à cette vitesse-là. C'est pas un problème pour mettre nos guides puis nous suivre notre chef. C'est normal que c'est fait. On a vu des gens quand même vraiment dépasser leur limite pour aller au sommet, un peu comme à l'église.
puis tu te faisais forcer par le deux porteurs. Ouais. La descente, ça, on était un peu sur le choc, on se demandait comment c'était, il y a des choses qui faisaient pour se faire porter par deux personnes en descendant. Fait qu'il y a des gens qui gueulent tellement à tout prix, c'est arrivé, on savait que c'est ça, 4 pieds par leur cheveux. Ouais, j'ai oublié d'en parler sur la descente, mais on a vu des choses qui étaient un peu choquantes. Quand tu as une personne qui touche quasiment plus le sol parce qu'elle est en train de se faire descendre, genre tenue dans chaque bras par les guides, ça fait bizarre. Là. Surtout qu'elle porte même plus de sac parce que le guide a aussi son sac ou un troisième guide a son sac. Ouais, des gens qui étaient vraiment à bout. Après, je les connais pas, donc je connais pas les raisons, si c'est problème de santé, si c'est qu'ils ont mal géré, ils s'attendaient pas à ça ou quoi là, mais ouais, il y a des gens qui sont un peu fous ou qui dépassent trop leurs limites sans s'en rendre compte qu'ils s'écoutent pas assez là. D'autres questions? Ben, moi, j'en ai une. T'en as parlé un petit peu tantôt. Est-ce que tu as un feeling, parce que tu avais fait d'autres montagnes plus techniques, où là, tu savais que l'effort allait être vraiment plus intense? Que ça soit au Pérou, que ça soit dans le Pamayo ou les volcans. Là, est-ce que tu as pris ça peut-être à la légère un peu, puis c'est ça qui a rendu... T'as fait, à un moment donné, qui a fait que t'as trouvé ça plus difficile que t'espérais, en fait, parce que t'avais pas préparé ton esprit mentalement à ce que ça soit si difficile? Ouais, clairement. C'est parce que j'étais pas avec Dom. Mais non, clairement, j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé l'effet de l'altitude et l'intensité de la journée du summit push. Parce qu'en fait, le reste du temps, je me sentais quand même très très bien. Et donc, j'ai pas trop senti, mais genre, le summit push, il m'a donné une claque là. Je pensais vraiment pas que. Je sais toujours que la nuit, c'est difficile, parce que. Il fait noir, t'as pas envie, il fait froid, etc. Mais ouais, je m'attendais pas à être aussi à bout que ça. Là. Puis si je peux continuer la question vers Marie, toi, comment t'as trouvé ça? Avais-tu fait d'autres expériences en montagne? C'était plus ta première? T'as-tu vécu la même chose? C'était ta première ascension. Ben, tu savais pas à quoi t'attendre. Fait que, ouais, j'avais l'attente que ça allait être difficile, mais c'était vrai que la fonction, les longues journées de 15 heures, était quelque chose comparé à tous les autres jours. C'était quand même tranquille et tout. Fait que quand même un gros gap en de cette journée-là, une fesse. Mais moi, c'est le froid aussi. En fait, nous, son âme lâchée, ça consistait. Ça va. Moi, j'avais mon linge que je fais pour faire du vélo d'hiver quand je suis à la voie souvent. Puis j'ai froid. Ouais, ben souvent, parce que tu sais, la circulation. La circulation, c'est pas pareil dans l'altitude, fait que t'as beaucoup moins de circulation dans les mains et tout. Malgré le fait qu'on était quand même bien habillés, ben c'était c'est plus le fun qui l'a affecté dans la journée qu'on est parti dans la nuit. J'arrivais juste pas à me faire chauffer, mais c'est ça, quand le soleil s'est levé, c'est sûr que ça a été mieux, mais c'est vraiment qu'il y a une grosse... C'était vraiment un peu disparate dans les journées. Ouais, tu passes d'une journée où tu fais 3 heures de marche, une autre où tu fais 2 heures et demie de marche à 15 heures de marche. Ouais, c'est un peu mal équilibré. C'est la question. Ça fait 3 semaines quand le match à la fin. Mais, ouais. Parce qu'en fait, plus tu montes à l'altitude, moins il y a de la peau qui me fait des clans. C'est vraiment le dernier camp où on est parti. On ne pouvait pas se t'arriver plus haut ou monte ou il n'y avait pas de façon vers les arbres, il y avait des camps. La façon c'était on n'avait pas le choix de le faire comme ça. Puis après, on ne pouvait pas dormir à l'endroit où on était parti parce qu'il y a d'autres groupes qui arrivaient. Fait qu'il y avait cette question-là qu'on devait tout remonter dans la même journée pour redescendre. Puis peut-être arrêter de nuit. Ouais, pour arrêter pour un élection. En montagne, on part souvent de nuit parce que les conditions sont meilleures. Le matin, la météo est souvent meilleure. Oui, il fait froid. Mais une fois que le soleil arrive, c'est un peu mieux. Et en fait, si tu partais plus tard, si tu as un souci pendant ton ascension, parce que nous, on est parti à minuit, on est revenu au camp à 10h30. Imaginons, on a un problème vers la moitié, on a un problème vers 7h du matin. Donc là, tu as à peu près toute la journée pour gérer ton problème avec le soleil, etc. Si tu décales ça en partant à 8h, tu te retrouves genre
ton problème, il arrive au moment où il fait nuit, donc tu te retrouves à devoir dormir sur la montagne sans ton matériel, etc. Donc c'est souvent pour ça qu'on part de nuit. Sur des montagnes plus techniques, il y a aussi que souvent, il fait plus froid, donc les conditions sont meilleures, genre les blocs de glace tiennent mieux, etc. Souvent, il y a aussi le bonus du lever du soleil. Genre, les guides, les agences te vendent un peu « Ah, bah, vous serez au sommet au lever du soleil ». Donc, c'est un bonus. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la raison principale. C'est plus une habitude et pour la sécurité un peu. Est-ce que vous avez choisi votre agence sur place maintenant ou avant de partir? Non, on a regardé d'ici. Ce qui nous a convaincus, en fait, on s'est un peu fait avoir par un tunnel marketing là, c'est que l'agence, la personne de l'agence nous a proposé de nous appeler, et donc on a pu avoir une vraie conversation avec elle, etc., qui a fait que on a eu confiance et on est parti avec eux. On avait cherché des agences locales, mais c'est toujours un peu compliqué de réserver une agence locale depuis le Canada. Tu sais jamais trop si tu vas te faire arnaquer ou pas. Et quand c'est des montants un peu élevés, ben, t'as pas trop envie. Et on aurait pu sinon aller sur place et chercher une agence sur place. Mais là, ça te demande quasiment de partir une semaine ou 3 jours de plus au moins, le temps de pouvoir regarder l'agence, etc. Et tu sais jamais sur qui tu vas tomber non plus. Donc bon, j'aurais préféré une agence locale. Nous, c'est ce qu'on avait fait au Népal et on en avait été super contents. Mais voilà, on a peut-être eu un coup de chance et on était super bien tombés. Donc non, là, on a regardé depuis le Canada. Est-ce que tous les groupes avaient autant de personnes pour s'ouvrir? Oui. Ben, j'ai pas été voir tous les groupes là, mais le peu de personnes avec qui on a discuté, le ratio était à peu près de 1 client pour 10 personnes. Ça fait beaucoup. Mais je pense que le fait qu'ils n'utilisent pas d'animaux pour faire le portage fait que tu es obligé d'avoir un peu de monde. Je pense qu'ils en profitent un peu aussi pour créer de l'emploi, malheureusement. Parce que eux, ça leur permet de facilement créer des emplois. Même si les emplois de porteurs, c'est pas très bien payé, ça reste que c'est toujours un emploi et ils sont contents. Je pense qu'ils abusent un peu à ce niveau-là. Typiquement, je pense pas qu'on avait besoin de 2 guides. Et je pense qu'on aurait pu sauver 1 ou 2 porteurs aussi. Quitte à porter plus nous-mêmes ou quoi. Donc, bon, je pense qu'ils abusent un peu, mais bon, ça rend l'expérience un peu confort et de luxe, là. Mais oui, ça fait beaucoup, beaucoup de monde sur la montagne. Mais c'est clairement aussi pour aider l'économie. Ouais. Le chômage, parce que le chômage est super élevé, ça fait quand même des emplois stables pour la population. Ouais, parce qu'ils enchaînent. En gros, toute la saison, ils font que monter, descendre. Ils enchaînent les expéditions. Quasiment tous les porteurs, guides, etc., ils font que ça tout le temps et ils ont très peu de temps mort. Vous avez pris des médicaments pour le mal des petits packs? Non. On avait du Diamox au cas où. Au final, je pense qu'on n'a jamais pris de médicaments parce qu'en plus, on a eu la chance de ne pas tomber malade. La seule fois où on a pris des médicaments, c'est sur le Summit Push. Quand ça commençait à devenir vraiment dur, en plus d'avoir froid et tout, on commençait à avoir mal à la tête. Et donc on a pris un ou 2 Advil, mais c'est les seuls médicaments qu'on a pris. On n'a pas eu besoin de prendre quoi que ce soit d'autre. Et prenez aussi notre saturation. Ah oui. Ça ne pas un petit peu. Oui. J'avais un rapport d'un doigt à l'autre. Bon, on ne savait pas trop, mais j'ai pensé à tout. C'était mieux dans le cahier. Ben, on va se dire, mais il faisait plein de tests comme ça. Ouais, qu'on arrivait au camp, puis bon. Il s'occupait très bien de nous. Il s'assurait qu'on mange bien, il s'assurait qu'on boive bien, il vérifiait notre fréquence cardiaque, il vérifiait notre saturation. On est entre de bonnes mains. Est-ce que c'est tout? Eh bien, merci encore. Si vous voulez voir les livres, je les laisse à disposition ici. Là, il y a le Mexique, il y a le trio. S'il y en a qui veulent faire des voyages avec Altitude Montagne, là, un trio péruvien. Il y a le Népal, on a fait le tour des Annapurna. Puis j'en ai un de concert, s'il y en a que ça intéresse. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.